Un matin de février 1995, un incident troublant s'est produit à Twin Falls, Idaho. Lorsque le père de Regina Krieger est entré dans la chambre de sa fille pour voir comment elle allait, il a trouvé une pièce vide avec des traces d'un incident. La recherche de Regina a duré longtemps. Lorsque les experts ont finalement pu commencer à examiner les circonstances, ils ont été bouleversés par ce que Regina avait dû endurer dans ces dernières minutes. Ce qui s'est passé dans cette tranquille ville américaine a fait frémir même les enquêteurs expérimentés. En 1995, environ 32 000 personnes vivaient dans cette ville accueillante. Aujourd'hui, la population a doublé. L'endroit semblait idéal pour une vie tranquille et l'éducation de la génération montante. Mais même ici, se cachaient parfois des personnes aux intentions sombres. Regina Krieger est née le 3 mars 1980, fille de Rhonda Freeman et Daniel Krieger. Elle était connue pour son sourire radieux et sa sociabilité. Elle avait un frère cadet nommé Clifton. Regina s'intéressait à la musique et au ski nautique. Elle participait activement à la vie de l'église luthérienne locale, mais avec le temps, des changements ont commencé à apparaître dans sa vie. En juin 1994, ses parents ont divorcé. Regina a beaucoup souffert de la séparation de la famille, et les longues disputes des parents sur le partage des biens n'ont fait qu'aggraver la situation. En septembre, elle a exprimé le désir de rester avec son père. La mère, absorbée par les disputes sur les biens, a décidé de ne pas aggraver la situation et a accepté. À partir de décembre 1994, Regina vivait avec son père. Au début, tout allait bien. Mais bientôt, son comportement a commencé à changer. En janvier 1995, pendant son temps à Burley High School, elle a commencé à passer du temps avec un groupe qui inquiétait les adultes. Les parents ont remarqué les changements mais n'ont pas pu en découvrir la cause et les relations sont devenues de plus en plus tendues. Finalement, Regina a décidé de rompre le contact avec ce groupe. Pour la soutenir, des séances de conseil avec un psychologue lui ont été prescrites pour l'aider à gérer ses sentiments concernant la séparation de ses parents. Une relation de confiance s'est développée entre Regina et le psychologue, qui lui a été d'un grand soutien. Un jour, elle lui a fait part de ses projets de quitter l'école en raison de mauvaises notes et d'absences fréquentes. Cela s'est produit après un avertissement de l'école concernant une possible expulsion si le nombre autorisé d'absences était dépassé. Plus tard, elle a changé d'avis et a décidé d'améliorer la situation. Le 27 février 1995, Regina a de nouveau parlé de quitter l'école et de chercher du travail. Mais le psychologue a convaincu les professeurs de lui donner une autre chance en expliquant la phase difficile dans sa vie. Elle devait assister à certains cours importants avec des examens pour accumuler les points nécessaires et passer dans la classe suivante. Regina a décidé de saisir cette opportunité. Le même jour après les cours, elle est retournée dans la maison où elle vivait avec son père et son frère. Leur chambre se trouvait au premier étage, tandis que Regina avait la sienne dans le sous-sol. Le soir, la famille s'est réunie à dîner et à discuter de divers sujets, y compris l'école. Vers 23h, tout le monde est allé se coucher. C'était la dernière fois que les proches voyaient Regina. Le matin du 28 février 1995, le frère de Regina, Clifton, a appelé sa sœur lorsqu'il a remarqué son absence. Ne recevant pas de réponse, il est descendu dans sa chambre. Là, il a découvert des traces inquiétantes, mais Regina elle-même était introuvable. Le jeune homme a immédiatement couru vers son père quand il a vu la scène inquiétante. Quand l'homme est descendu, les dires de son fils se sont confirmés. La chambre était vide et il y avait des traces suspectes sur le sol. Il a immédiatement appelé le numéro d'urgence 911
et a commencé à appeler tous les connaissances et amis de sa fille pour découvrir où elle se trouvait. Le père espérait que Regina, en tant qu'adolescente difficile, était simplement allée chez des amis, mais ses espoirs se sont dissipés lorsque tous ses proches l'ont nié. Les forces de l'ordre arrivées ont réagi assez froidement à la situation. Ils ont inspecté les lieux sans enthousiasme particulier et n'ont emporté qu'une couverture avec des traces et une épée d'entraînement pour les arts martiaux. Les officiers ont simplement constaté qu'il n'y avait pas de signe d'effraction dans la maison. Ils ont alors supposé que Regina aurait pu partir d'elle-même et mettre en scène l'incident. Le père était absolument en désaccord avec cette version. Les enquêteurs ont écouté les arguments du père et ont commencé l'enquête. Il est important de mentionner qu'à l'époque, il n'y avait pas de méthode moderne d'analyse des traces ni de système de surveillance, ce qui limitait considérablement les possibilités des enquêteurs dans la recherche d'indices, qui étaient déjà rares. Les vérifications et interrogatoires ont commencé. Les premiers suspects étaient le père et le frère de Regina. Ils ont été soumis à un test du détecteur de mensonges. Les deux ont réussi le test avec succès, mais le père continuait d'être considéré comme un possible participant, car la police n'avait pas d'autre version. Le père et le frère ont affirmé qu'ils avaient profondément dormi et n'avaient entendu aucun bruit étrange pendant la nuit. Dans le cas de la disparition de Regina, il y avait beaucoup d'incertitudes. Dans sa chambre, des traces d'un incident ont été découvertes, indiquant que quelque chose de sérieux s'y était produit. Cependant, les preuves trouvées ne donnaient pas une image complète de ce qui s'était passé. Les enquêteurs soupçonnaient deux possibilités. Soit Regina avait pu fuir un agresseur, soit elle était tombée entre les mains d'une personne connue. L'absence de traces d'effraction suggérait cette dernière hypothèse. Apparemment, elle avait elle-même ouvert la porte à quelqu'un. Une source importante d'informations pour les enquêteurs est devenue le journal intime de Regina. Elle y décrivait en détail sa vie, particulièrement ses sentiments concernant le divorce de ses parents. Les enquêteurs y ont aussi trouvé des entrées concernant son petit ami secret, nommé Isidra. Elle cachait cette relation à sa famille, bien qu'elle le rencontrât fréquemment ces derniers temps. Selon le journal, Isidra était un jeune latino-américain qui vivait à Twin Falls. Ses grands-parents vivaient à Burley, non loin de la maison de la famille Krieger. Il conduisait un pick-up vert et n'allait plus à l'école. La police a soigneusement vérifié ces informations et a essayé de trouver le jeune homme pour une conversation. Mais la recherche s'est restée infructueuse. Ils n'ont pu localiser ni la voiture décrite, ni ses parents, ni Isidra lui-même. On pensait que Regina avait inventé l'histoire en raison de sa détresse émotionnelle causée par la séparation de ses parents. Elle essayait peut-être ainsi de gérer ses émotions refoulées. C'est pourquoi ses récits n'étaient pas pris au sérieux. La famille Krieger se trouvait dans une situation sans issue et ne savait pas comment procéder ni où chercher. Bien sûr, tous espéraient une issue favorable et n'abandonnaient pas les recherches. Dans une tentative de trouver de nouveaux indices et témoins, environ 30 000 tracts ont été distribués dans les rues de la ville. Le 15 avril 1995, une découverte inquiétante a été faite dans la Snake River, à 15 km de la maison des Krieger. Les experts ont déterminé que les preuves trouvées étaient liées à une jeune personne de moins de 20 ans. Jusqu'au 17 avril, grâce au dossier dentaire, il a pu être confirmé. C'était Regina Krieger. Les traces sur la scène indiquaient des circonstances tragiques. Après cela, la recherche d'une personne disparue est devenue une autre enquête plus grave. Les nouvelles se sont rapidement répandues dans la ville et ont suscité l'inquiétude parmi les habitants. Dans la petite localité, des craintes sont apparues concernant la présence d'une personne dangereuse qui s'introduisait dans les maisons. Le père de famille Krieger était particulièrement inquiet. Il avait encore un fils plus jeune, et le père était préoccupé par sa sécurité. Malgré la vigilance accrue des résidents,
l'enquête n'avançait pas. Les forces de l'ordre ne recevaient aucun signalement de personnes suspectes ou d'indices utiles. Plus tard, de nouveaux détails ont été révélés aux enquêteurs. Il s'est avéré que Regina, lorsqu'elle est entrée en contact avec une compagnie douteuse, a fait la connaissance de trafiquants de substances interdites. Parmi eux se trouvait un certain Gilbert Flores Rodriguez. Les enquêteurs soupçonnaient qu'une dette d'argent pour de la marchandise reçue pourrait être la raison de l'incident. Gilbert, qui n'avait pas de travail officiel, se déplaçait fréquemment entre les villes de Burley et Twin Falls et menait ses affaires illégales. Il était connu comme membre d'un groupe criminel local. Les substances que Regina achetait n'étaient pas bon marché. C'est pourquoi la somme de la dette pouvait s'élever à des centaines de dollars. Cependant, il n'y avait pas de preuves directes contre Gilbert. Plus tard, la police a reçu des appels anonymes suggérant l'implication de ce trafiquant dans l'incident. Quand les policiers essayaient de déterminer l'identité des appelants, ceux-ci mettaient fin à la conversation par peur des conséquences. Personne ne voulait avoir de problèmes avec cet élément criminel. Les rapports non confirmés ne contenaient pas de détails concrets et il n'y avait toujours pas de preuves contre Rodriguez. Les enquêteurs le considéraient uniquement comme participant à des affaires illégales de substances interdites. Bien que le contact d'un dealer adulte sans emploi avec des jeunes semblait extrêmement suspect, les autorités avaient besoin de preuves solides pour porter des accusations graves. En enquêtant sur l'entourage de Regina, les enquêteurs ont porté une attention particulière à une personne. Parmi ses connaissances se trouvait Cody, qui comme elle avait acheté des substances interdites à Gilbert. Il s'est avéré qu'ils avaient à passer du temps avec ce trafiquant cette nuit fatidique. Lors de l'interrogatoire, Cody a raconté que son ami avait passé la nuit inconscient dans la salle de bain. Cependant, ses déclarations étaient confuses. Il était visiblement nerveux, changeait ses versions des événements et semblait cacher quelque chose. On avait l'impression que le jeune homme était effrayé et évitait une conversation franche. Les policiers accueillaient ses paroles avec méfiance et continuaient de considérer Rodriguez comme le principal suspect. En 1996, les autorités recherchaient activement Gilbert. Il s'est avéré qu'il avait déjà été arrêté en 1991 et 1993. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il distribuait des substances interdites, mais ne pouvaient pas rassembler assez de preuves pour une arrestation. Pour attraper l'habile trafiquant, ils ont décidé de tendre un piège. La police a arrêté un certain Joe qui avait auparavant acheté à Gilbert. On lui a proposé de passer outre ses délits antérieurs en échange d'aide pour capturer le trafiquant. Joe a accepté et a acheté de la marchandise pour $1 500. Cela a permis l'arrestation de Rodriguez le 18 novembre 1996. Mais les problèmes ne faisaient que commencer. Le trafiquant expérimenté prévoyait de se défendre activement. Jusqu'au 17 avril, grâce au dossier dentaire, il a pu être confirmé. C'était Regina Krieger. Les traces sur la scène indiquaient des circonstances tragiques. Après cela, la recherche d'une personne disparue est devenue une autre enquête plus grave. Les nouvelles se sont rapidement répandues dans la ville et ont suscité l'inquiétude parmi les habitants. Dans la petite localité, des craintes sont apparues concernant la présence d'une personne dangereuse qui s'introduisait dans les maisons. Le père de famille Krieger était particulièrement inquiet. Il avait encore un fils plus jeune, et le père était préoccupé par sa sécurité. Malgré la vigilance accrue des résidents, l'enquête n'avançait pas. Les forces de l'ordre ne recevaient aucun signalement de personnes suspectes ou d'indices utiles. Plus tard, de nouveaux détails ont été révélés aux enquêteurs. Il s'est avéré que Regina, lorsqu'elle est entrée en contact avec une compagnie douteuse, a fait la connaissance de trafiquants de substances interdites. Parmi eux se trouvait un certain Gilbert Flores Rodriguez. Les enquêteurs soupçonnaient qu'une dette d'argent pour de la marchandise reçue pourrait être la raison de l'incident.
Gilbert, qui n'avait pas de travail officiel, se déplaçait fréquemment entre les villes de Burley et Twin Falls et menait ses affaires illégales. Il était connu comme membre d'un groupe criminel local. Les substances que Regina achetait n'étaient pas bon marché. C'est pourquoi la somme de la dette pouvait s'élever à des centaines de dollars. Cependant, il n'y avait pas de preuves directes contre Gilbert. Plus tard, la police a reçu des appels anonymes suggérant l'implication de ce trafiquant dans l'incident. Quand les policiers essayaient de déterminer l'identité des appelants, ceux-ci mettaient fin à la conversation par peur des conséquences. Personne ne voulait avoir de problèmes avec cet élément criminel. Les rapports non confirmés ne contenaient pas de détails concrets et il n'y avait toujours pas de preuves contre Rodriguez. Les enquêteurs le considéraient uniquement comme participant à des affaires illégales de substances interdites. Bien que le contact d'un dealer adulte sans emploi avec des jeunes semblait extrêmement suspect, les autorités avaient un besoin de preuves solides pour porter des accusations graves. En enquêtant sur l'entourage de Regina, les enquêteurs ont porté une attention particulière à une personne. Parmi ses connaissances se trouvait Cody, qui comme elle avait acheté des substances interdites à Gilbert. Il s'est avéré qu'ils avaient à passer du temps avec ce trafiquant cette nuit fatidique. Lors de l'interrogatoire, Cody a raconté que son ami avait passé la nuit inconscient dans la salle de bain. Cependant, ses déclarations étaient confuses. Il était visiblement nerveux, changeait ses versions des événements et semblait cacher quelque chose. On avait l'impression que le jeune homme était effrayé et évitait une conversation franche. Les policiers accueillaient ses paroles avec méfiance et continuaient de considérer Rodriguez comme le principal suspect. En 1996, les autorités recherchaient activement Gilbert. Il s'est avéré qu'il avait déjà été arrêté en 1991 et 1993. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il distribuait des substances interdites, mais ne pouvaient pas rassembler assez de preuves pour une arrestation. Pour attraper l'habile trafiquant, ils ont décidé de tendre un piège. La police a arrêté un certain Joe, qui avait auparavant acheté à Gilbert. On lui a proposé de passer outre ses délits antérieurs en échange d'aide pour capturer le trafiquant. Joe a accepté et a acheté de la marchandise pour 1 500 $. Cela a permis l'arrestation de Rodriguez le 18 novembre 1996. Mais les problèmes ne faisaient que commencer. Le trafiquant expérimenté prévoyait de se défendre activement. En examinant les photos de la scène de crime, il a remarqué une trace au sol qui indiquait que Regina avait été emmenée par l'escalier vers la cour arrière. Étonnamment, les enquêteurs précédents avaient négligé ce détail. En examinant les témoignages, l'enquêteur a porté une attention particulière à un certain Cody, qui purgeait une peine de prison à perpétuité. Sa description des événements de la nuit où Regina a disparu était contradictoire. Cody est allé en prison très jeune. Il avait maintenant 31 ans. Il avait commis des crimes graves, cambriolage d'un appartement, agression d'un gardien lors d'une tentative d'évasion et participation à la disparition de Blake. Après plus de 20 ans, le nouvel enquêteur a pu rassembler les faits qui semblaient évidents. L'enquêteur était convaincu de l'implication de ces personnes dans la disparition de Regina, mais tous gardèrent le silence. Il a alors décidé de parler à l'ancien compagnon de cellule de Cody, un homme qui avait été condamné à la prison à perpétuité en 2009. Comme il n'avait rien à perdre, il a accepté de coopérer avec les enquêteurs. Grâce à son témoignage, les événements de cette nuit fatidique ont pu être reconstitués. Tard dans la soirée du 27 février 1995, Regina est allée dans sa chambre après 23 heures. À ce moment-là, Gilbert et Cody roulaient sans but dans la région. Soudain, le dealer s'est souvenu d'une affaire inachevée et a demandé de s'arrêter à l'une des maisons. Gilbert a laissé la voiture dans la ruelle à côté de l'appartement de Regina. Cody s'est resté dans la voiture et a observé son ami se faufiler à travers les buissons et escalader la clôture du côté de la cour. Il est entré seul dans la maison. Après un moment, Gilbert est réapparu
et a appelé Cody. Le dealer a avoué que tout ne s'était pas passé comme prévu et a demandé de l'aide. Ensuite, il est retourné dans la maison puis est allé à la voiture avec une lourde charge recouverte d'une couverture portant des traces de l'incident. Cody a aidé son ami, mais n'a jamais su ce qui s'était passé à l'intérieur. Ils sont partis, mais Gilbert a caché un certain objet à proximité. Ensuite, ils sont tous les deux allés à une fête où Rodriguez se promenait sans gêne dans un maillot de corps taché. Probablement, les invités ont appelé la police en raison du comportement suspect. Plus tard, les amis sont allés chez une connaissance commune où ils se sont arrangés et ont changé de vêtements. Ils ont conduit environ 15 km jusqu'au pont sur la Snake River. Cody est devenu nerveux, alors Gilbert a pointé une arme sur lui et lui a ordonné de se débarrasser de la charge. Le jeune homme effrayé a exécuté l'ordre. Quand Cody est rentré chez lui, il s'est enfermé dans sa chambre. Il criait dans son sommeil et semblait très perturbé, ce que ses proches ont remarqué. Le jeune homme ne connaissait pas l'identité de la personne qui l'avait jeté du pont. Il essayait de l'oublier comme un cauchemar, d'autant plus que Gilbert le menaçait de graves conséquences. Ce n'est que plus tard à l'école que Cody a réalisé que c'était Regina que tout le monde cherchait. Il a paniqué quand il a reconnu sa participation à l'incident. Le silence du jeune homme s'expliquait aussi par les menaces de Gilbert contre sa famille. Après avoir parlé aux enquêteurs, Cody a confirmé les informations qu'il avait reçues du compagnon de cellule. Pour sa coopération avec les forces de l'ordre, il n'a pas été poursuivi dans l'affaire Regina Krieger, bien qu'il purgeait déjà une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération. Le 20 février 2019, les forces de l'ordre ont arrêté le trafiquant de drogue Gilbert Rodriguez. Il a nié sa participation à l'incident avec Regina. Plusieurs personnes ont observé comment il cachait un couteau à proximité. Des informateurs anonymes qui avaient précédemment donné des indices à la police se sont également manifestés. En octobre 2021, le tribunal a condamné Gilbert Flores Rodriguez, 58 ans, dans l'affaire Regina Krieger. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cette décision a pris 26 ans. L'issue de l'affaire a apporté du soulagement tant aux proches de Regina qu'à toute la ville. Les habitants étaient heureux que le dangereux criminel ne soit plus jamais en liberté. Par une soirée d'automne en 1993, Polly Klaas organisait une soirée pyjama chez elle dans la paisible ville de Petaluma, en Californie. Elle avait invité 2 amis proches et elle passait un moment joyeux à partager des secrets et à jouer à leur jeu préféré. Rien dans cette soirée confortable n'indiquait un danger. Cependant, le calme fut perturbé lorsque la mère de Polly se réveilla soudainement à cause de bruits inquiétants provenant de la chambre de sa fille. Lorsqu'elle se précipita pour voir ce qui se passait, elle découvrit avec horreur qu'un étranger avait emmené sa fille de force. Les amis de Polly, paralysés par la peur, ne purent qu'observer la scène depuis le côté. Dans la ville ensoleillée de Fairfax, en Californie, le 3 janvier 1981, Polly Hannah Klaas vint au monde. Son enfance fut quelque peu inhabituelle. Ses parents, Mark et Eve, décidèrent de vivre séparément quand Polly était très jeune. Ensuite, elle et sa sœur cadette Annie déménagèrent avec leur mère dans la ville de Petaluma, également en Californie. Malgré la séparation des parents, l'atmosphère familiale resta chaleureuse et amicale. Mark trouva bientôt une nouvelle compagne, avec qui Polly développa une relation merveilleuse. Elle rendait régulièrement visite à son père, maintenait le contact avec ses 2 parents et il n'y avait aucun conflit entre eux. Polly grandit comme une personne calme et modeste. Bien qu'elle n'eût que peu d'amis proches, elle s'épanouissait sur la scène du théâtre scolaire. Le théâtre devint sa véritable passion.
Elle participait avec enthousiasme aux spectacles scolaires et aux comédies musicales publiques, où elle se sentait comme un poisson dans l'eau. Polly aimait particulièrement les soirées pyjama. C'était devenu son divertissement favori, tantôt inviter des amis chez elle, tantôt dormir chez elle. Ces réunions devinrent une agréable tradition dans son petit groupe. Alors quand Polly demanda à sa mère le 1er octobre 1993 si Gillian et Kate pouvaient dormir chez elle, Eve accepta naturellement. La soirée commença comme d'habitude. Elles se réunirent chez Polly, dînèrent et bavardèrent joyeusement. Vers 10 heures, Eve, épuisée par un fort mal de tête, prit 2 somnifères et alla se reposer, après leur avoir demandé de la réveiller si elles avaient au besoin de quoi que ce soit. L'effet des médicaments plongea Eve dans un profond sommeil, dont elle fut réveillée vers 11 heures par des voix inquiètes. Elles rapportèrent qu'un intrus avait emmené Polly. Eve appela immédiatement les secours et se précipita pour voir sa fille cadette Annie. Heureusement, celle-ci dormait paisiblement dans sa chambre, ignorant ce qui s'était passé. Les agents des forces de l'ordre arrivés sur place parlèrent d'abord avec les amis de Polly. L'histoire qu'elles racontèrent suscita une grave inquiétude chez tous. La soirée avait commencé tout à fait normalement. Les amis s'étaient réunis dans la chambre de Polly, discutant avec enthousiasme du prochain Halloween et choisissant des costumes pour la fête. Vers 11 heures du soir, elles décidèrent de se préparer pour la nuit. Polly proposa d'aller chercher le matelas gonflable qu'elle avait préparé plus tôt avec sa mère pour installer leur campement nocturne. Le moment où Polly ouvrit la porte de sa chambre changea tout le cours de la soirée. Sur le seuil se tenait un homme étranger avec un objet froid dans la main. Comme Halloween approchait, elles pensèrent d'abord que c'était une blague festive. Le visage de l'étranger n'était même pas couvert d'un masque. Cependant, leurs rires ne provoquèrent pas de réaction festive chez l'homme. L'étranger força les 3 à retourner dans la chambre. Il imita leurs mouvements et commença à demander qui vivait ici. Quand il apprit que c'était la maison de Polly, il prit des thés d'oreiller et les mit sur Gillian et Kate. Puis il fit une étrange demande, comptait jusqu'à 1000 et promit d'emmener Polly juste un moment et de la ramener bientôt. Les amis tentèrent de se libérer de leur situation pendant environ 30 minutes. Quand elles y parvinrent enfin, elles coururent immédiatement prévenir Eva, la mère de Polly, de l'incident. Elles purent donner aux enquêteurs une description détaillée de l'apparence de l'étranger. Comme le visage de l'homme n'était pas couvert, Gillian et Kate purent bien s'en souvenir. Cela permet aux spécialistes de créer un portrait robot détaillé de la personne recherchée. L'examen de la maison de Polly a fourni plusieurs indices aux enquêteurs. De nombreuses traces de chaussures ont été découvertes sur le sol, mais elles appartenaient toutes à des membres de la famille. À Polly elle-même, sa mère, sa sœur, et aux amis proches qui lui avaient rendu visite ces derniers jours. Des fibres étranges sur le tapis ont particulièrement attiré l'attention. Les experts ont déterminé que ces fibres ne correspondaient pas du tout aux matériaux du tapis de la maison. L'analyse a montré leur similarité avec des tissus de sièges de voiture. Les enquêteurs ont vérifié les véhicules de toutes les connaissances de la famille, mais n'ont trouvé aucune correspondance. Cela les a amenés à supposer que les fibres auraient pu être introduites dans la maison par les chaussures d'une personne étrangère. Les spécialistes ont découvert une empreinte de main distincte sur l'une des surfaces. Cependant, la technologie de l'époque n'était pas aussi avancée. Les méthodes de dactyloscopie en étaient encore au stade du développement et l'analyse ADN n'était pas encore envisageable. Néanmoins, l'empreinte a été soigneusement conservée pour une éventuelle comparaison ultérieure. Parmi les preuves se trouvait également un morceau de tissu inhabituel qui rappelait de la soie. Les bords semblaient lisses, comme s'ils avaient été soigneusement coupés avec des ciseaux. Le motif sur le tissu était si unique
que les enquêteurs ont considéré cette découverte comme particulièrement précieuse pour la suite de l'enquête. Dans la chambre, on a également trouvé un cheveu isolé, dont l'appartenance n'a pas pu être déterminée en raison des possibilités limitées de l'analyse en laboratoire de l'époque. La recherche de Polly a atteint une ampleur sans précédent. Des milliers de citoyens engagés se sont joints à l'opération. 4000 volontaires ont ratissé les environs de la maison, les terrains abandonnés et les propriétés privées voisines. Les policiers ont tenté de trouver des conducteurs qui ressemblaient aux portraits robots établis, mais ces efforts sont restés vains. Le temps jouait contre les enquêteurs. Les premières 24 heures après la disparition de Polly étaient cruciales. Pour cette raison, l'affaire fut immédiatement transmise aux agents fédéraux, qui commencèrent les recherches sans délai. Les jours passaient et la situation devenait de plus en plus tendue. Lors de l'interrogatoire des résidents, de nouveaux détails sont venus au jour. Plusieurs voisins se souvenaient d'un passant suspect qui avait attiré leur attention ce soir-là par son comportement inhabituel. Au début, personne n'avait accordé d'importance particulière à l'étrange inconnu. Les habitants du quartier ne pouvaient pas imaginer qu'ils auraient dû le signaler au service d'urgence. Plus tard, lorsque les enquêteurs leur ont montré un portrait robot créé d'après les descriptions des amis de Polly, les voisins ont confirmé à l'unanimité « c'était exactement cet homme ». L'enquête s'est également étendue à l'école que fréquentait Polly. Les enquêteurs ont mené des entretiens minutieux avec chaque enseignant et employé de l'établissement scolaire. Ils s'intéressaient à tout lien possible avec la personne suspecte et à tout indice sur la localisation de Polly. Cependant, tous les employés ont pu justifier de leur localisation au moment de l'incident, et personne ne ressemblait à la personne du portrait robot. Les enquêteurs ont même effectué une analyse des fibres trouvées dans la maison de Polly et les ont comparées aux matériaux des véhicules de tout le personnel scolaire. Toutefois, cette vérification n'a pas non plus donné de résultat. Chaque jour, l'inquiétude grandissait, non seulement dans la famille, mais aussi chez les autorités et dans toute la communauté locale. Les habitants de la ville étaient préoccupés que le mystérieux inconnu puisse représenter un danger pour d'autres enfants. Cela a mis une pression supplémentaire sur l'enquête. Une récompense de 200 000 $ a été offerte pour des informations fiables sur la localisation de Polly. La célèbre actrice Winona Ryder a personnellement fourni cette somme et organisé une conférence de presse avec un appel à ramener Polly. La recherche de Polly fut pionnière pour son époque. Le début des années 90 était une période particulière. Internet n'en était qu'à ses balbutiements, et ni les forces de l'ordre ni les agences fédérales ne l'utilisaient comme outil pour les opérations de recherche. 3 citoyens engagés de Californie prirent l'initiative. Ils furent les premiers à oser utiliser les possibilités de l'espace numérique. Ils ont mis en ligne une photo de Polly, un portrait robot créé par des experts de la personne recherchée, ainsi que des informations sur une récompense pour des indices pertinents. Malgré l'absence des plateformes sociales que nous connaissons aujourd'hui, il existait d'autres moyens de communication en ligne. Grâce à ceux-ci, environ 25 millions d'Américains ont vu l'image de Polly. Les experts du Bureau fédéral d'investigation espéraient qu'une portée aussi large serait la clé de la solution. Cependant, la réalité était différente. Bien que l'histoire de Polly ait attiré de plus en plus l'attention, les internautes n'ont pas pu fournir d'informations significatives. Cela a toutefois conduit à un effet inattendu, l'émergence de nombreux bénévoles. Des centres d'appels spéciaux ont été mis en place, recevant des centaines d'appels chaque jour. Les familles d'autres personnes disparues ont contacté la famille de Polly. Non seulement ils voulaient aider dans la recherche, mais ils espéraient aussi adopter cette expérience innovante pour rechercher leurs propres proches. Les semaines passaient, mais l'enquête sur la disparition de Polly n'avançait pas. Les enquêteurs se trouvaient dans une situation difficile.
Aucune preuve substantielle n'avait pu être trouvée. Il n'y avait ni trace, ni indice qui auraient pu mener à la personne liée à sa disparition. Même les méthodes médico-légales modernes n'ont donné aucun résultat. Aucun des échantillons n'était approprié pour l'analyse. Un tournant inattendu survint lorsque Mark, le père de Polly, reçut un appel. Il entendit une voix étonnamment similaire à celle de sa fille. L'appelante, Polly, informa qu'elle se trouvait dans un hôtel et expliqua qu'elle avait profité d'un moment où elle était seule pour contacter son père. Elle s'est présentée comme Polly et a brusquement mis fin à la conversation. Mark a immédiatement informé les forces de l'ordre. À cette époque, les spécialistes du FBI ne disposaient pas encore d'équipements modernes pour tracer les appels déjà terminés. Ils ne pouvaient qu'attendre et espérer qu'il y aurait un autre contact qu'ils pourraient se retracer. Leur attente ne fut pas longue. Après quelques heures, le deuxième appel arriva. La même voix tenta à nouveau de communiquer avec Mark. Cette fois, les techniciens ont réussi à déterminer la source de l'appel. Cependant, le résultat a déconcerté tout le monde. Le signal ne provenait pas d'un hôtel, comme l'avait prétendu l'appelante, mais d'une zone résidentielle ordinaire. Lorsque les agents sont arrivés à l'adresse indiquée, la situation s'est rapidement éclaircie. Les appels provenaient d'une écolière locale qui avait le même âge que Polly, ce qui expliquait la similitude des voix. Il s'est avéré que tout cela faisait partie d'une blague inappropriée, provoquée par des amis. Compte tenu du jeune âge et des remords, il a été décidé de s'en tenir à une conversation sérieuse. Les parents ont été avertis de la nécessité d'observer plus attentivement le comportement de leur fille, et l'écolière elle-même a été avertie de l'inadmissibilité de tels actes. Fin novembre 1993, environ 8 semaines après que Polly ait rompu le contact, les autorités policières ont reçu un appel important de la propriétaire d'un grand domaine. Sur son terrain de plusieurs hectares, la femme remarqua 3 objets inhabituels. Les enquêteurs arrivés sur les lieux, accompagnés de spécialistes du FBI, trouvèrent des preuves significatives. Un morceau de tissu en soie, correspondant exactement aux matériaux de la chambre de Polly, des collants de danse, Eva confirma leur disparition cette nuit-là, et un morceau de ruban adhésif. Cette information poussa les enquêteurs à examiner la zone plus en détail. Au cours de cet examen, des détails intéressants vinrent au jour. La propriétaire avait contacté la police avec un signalement des plus étranges, précisément le jour de la disparition de Polly. Sa propriété attirait souvent des visiteurs indésirables. Le vaste terrain boisé avec une petite maison au centre n'était pas entièrement clôturé. Malgré les panneaux de propriété privée, l'absence de clôture faisait que les gens s'y retrouvaient souvent par accident, sans avoir conscience de violer une propriété privée. Parmi les nombreux visiteurs indésirables, un cas en particulier marqua la propriétaire. La même nuit où Polly disparut, un inconnu pénétra sur la propriété en voiture. Son véhicule resta coincé dans le sol détrempé. La première à remarquer l'étrange visiteur fut la nounou qui gardait l'enfant de la propriétaire. Elle admit qu'elle n'avait pas osé parler à l'étranger. Sa présence lui causait une grande inquiétude. La propriétaire se tint également à l'écart. Selon ses dires, quelque chose dans l'apparence de l'étranger l'interpella, particulièrement son regard pénétrant. Les 2 femmes décidèrent de demander l'aide de la police. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, elles y ont trouvé un homme et se sont renseignées sur la raison de sa présence. Il a expliqué qu'il était accidentellement entré sur une propriété privée et était prêt à partir immédiatement, mais a demandé de l'aide car son véhicule était enlisé dans la boue. Les agents ont remarqué le comportement étrange de l'inconnu. Il était visiblement nerveux, transpirait abondamment, et son état suggérait la consommation de substances interdites. Cependant, un test sur place n'était pas possible, et il n'y avait pas de motif d'arrestation car l'homme se comportait paisiblement.
Après que les agents eurent aidé à dégager la voiture, l'inconnu, qui s'est avéré être Richard Allen Davis, a quitté les lieux. Il est né en 1954 à San Francisco. Ses premières années peuvent difficilement être qualifiées d'heureuses. Les parents ne s'occupaient pas de l'enfant. À 12 ans, la famille s'est effondrée et la mère s'est complètement distanciée de son fils, le confiant à son père. Le père de Richard a fait preuve d'une irresponsabilité extrême. Il était souvent absent, parfois pendant des heures, parfois pendant des jours. Richard restait seul, parfois sous la surveillance des voisins ou essayant de trouver des parents. Les problèmes avec la loi ont commencé dès sa jeunesse. Il a commis des délits mineurs, participé à des conflits de rue, ce qui l'a conduit en maison de correction pendant plusieurs mois. À 17 ans, il a commis une grave infraction à la loi. Après l'incident, le juge lui a donné le choix. Maison de correction ou service militaire. Richard a choisi le service militaire aux États-Unis, mais n'a pas tenu 2 ans. Il a été renvoyé pour comportement inapproprié. La vie adulte de Richard a été marquée par de fréquents conflits avec la loi. Vers l'âge de 20 ans, il a été condamné à 15 ans pour un délit grave. Cependant, il n'a passé qu'1 an en détention et a été libéré de façon anticipée pour bonne conduite. Durant cette période, des rumeurs inquiétantes circulaient autour de Richard. Ses connaissances le soupçonnaient d'être impliqué dans la disparition de Marlène, 19 ans, bien qu'il ait été officiellement établi qu'elle était partie volontairement. Les proches de Marlène ont lié sa disparition à une fête où Richard était présent. Ces soupçons sont toutefois restés de simples suppositions sans preuve. Pendant la disparition de Polly, Richard était sous surveillance après sa libération. Son lieu de résidence était inconnu. Il n'avait pas d'adresse fixe. Les enquêteurs ont envoyé une notification interne uniquement aux agents et ont appelé à une vigilance accrue. Il a été décidé de ne pas transmettre l'information à la presse, de peur que Richard ne quitte la Californie ou le pays. Le tournant dans l'affaire est survenu le 13 novembre 1993. Un policier en patrouille a arrêté dans la rue un véhicule conduit par un conducteur ivre. Après une vérification avec un appareil spécial indiquant un dépassement de la limite, l'agent a étudié attentivement les documents de l'homme. À ce moment-là, il a réalisé, devant lui, se tenait exactement l'homme recherché en relation avec la disparition de Polly Klaas. Agissant avec précaution, l'officier n'a informé le détenu que de sa violation des conditions de sa libération conditionnelle pour conduite en état d'ivresse. Richard n'a pas protesté et s'est rendu au poste. Ce n'est qu'au poste, après la lecture de ses droits, qu'on lui a communiqué la véritable raison de son arrestation, l'affaire Polly Klaas. S'en est suivi un long entretien avec les enquêteurs, au cours duquel Richard a admis son implication dans l'incident. Les enquêteurs pensent que l'aveu est venu en raison des preuves irréfutables. Son empreinte de main correspondait exactement à celle trouvée dans la maison de Polly. Les fibres de son tapis de voiture étaient identiques à celles trouvées sur la scène de crime. Les amis de Polly, à qui l'on a demandé de l'identifier, ont désigné Richard avec certitude. Dans sa voiture, on a trouvé un fragment de tissu en soie, identique à celui trouvé dans la chambre de Polly et sur la propriété du témoin. Sous la pression des preuves, Richard a commencé à parler. Ce jour-là, il avait consommé des substances interdites avec des amis. Quand il s'est senti mal, il a décidé de s'introduire dans une maison pour s'enrichir. Il a choisi le quartier au hasard. Il a remarqué une fenêtre ouverte et est entré. Selon ses dires, il n'avait rien planifié à l'avance, ne connaissait ni Polly, ni sa famille, et ne les avait pas observés. Après avoir fouillé la maison et n'avoir trouvé aucun objet de valeur particulier, il voulait partir. À ce moment, Polly a ouvert la porte de la chambre et l'a vu. En remarquant la frayeur de Polly,
il a pris une décision impulsive. Il a mis Polly dans la voiture et est parti. Plus tard, il s'est arrêté dans un endroit isolé. Il s'est avéré que Polly était dans la voiture quand les résidents l'ont remarqué sur la propriété privée. Même quand les policiers ont aidé à sortir sa voiture de la boue, il y avait une possibilité de tout changer. Après qu'on l'ait aidé à se dégager, il a conduit vers l'autoroute. Richard a montré aux enquêteurs un endroit précis où le groupe de recherche devait être envoyé. Le 4 décembre 1993, 2 mois et 3 jours après sa disparition, une équipe de recherche a trouvé Polly Klaas près de l'autoroute, à un endroit indiqué par Richard. Les experts médicaux ont effectué un examen approfondi, mais n'ont pu déterminer que des informations limitées. Leurs conclusions ont confirmé les déclarations de Richard sur les événements de ce jour-là. Les spécialistes ont déterminé que tout s'est produit approximativement le jour de la disparition de Polly. Sur la base des preuves recueillies, Richard a été tenu responsable d'actes illégaux envers Polly Klaas. Lorsqu'il a eu l'occasion de parler devant le tribunal, outre des paroles de remords adressées à la famille, il a fait des accusations graves et surprenantes contre le père de Polly. Selon Richard, Polly lui aurait dit « Ne me fais pas ce que papa me fait ». Ces paroles ont provoqué une violente réaction du père de Polly. Il a tenté de se jeter sur Richard, mais a été retenu par les personnes présentes. La déclaration de l'accusé a troublé tout le monde dans la salle, non pas par son manque de remords, mais parce que personne ne croyait ses paroles concernant le père de Polly. Les accusations sont restées non prouvées, Eva restant fermement aux côtés de son ex-mari. Le 18 juin 1996, le tribunal a prononcé le verdict. Richard devait recevoir la peine maximale prévue par la loi. En août, il a été condamné à mort. Il a tenté de faire appel du jugement, mais sans succès. En 2006, il a été trouvé inconscient dans sa cellule après avoir pris une grande quantité de médicaments. Les médecins ont pu le sauver, après quoi il est retourné en prison. En 2009, l'avocat de Richard a déposé une requête auprès de la Cour suprême, mais elle a été rejetée. Le tribunal a confirmé la sentence sans modification. L'avocat a annoncé qu'il continuerait à faire appel. En raison des procédures d'appel continues, Richard reste dans une unité spéciale pour les délinquants particulièrement dangereux. Il est prévu que la sentence soit exécutée après la conclusion de toutes les procédures d'appel. À 30 km de Bayonne en France se trouve le pittoresque village de Labastide-Clérance, qui compte moins de 1000 habitants. Ce lieu fait partie des plus beaux villages de France. C'est ici que s'est installée la famille paysanne Roussel. Eva, Pascal et leur fils. L'aîné Yann et le cadet Kevin. Ils ont réussi leur vie à la campagne jusqu'au 20 février 2016. Ce jour-là, le plus jeune des frères a appelé les secours pour un incident dans la maison. Les principaux protagonistes de l'affaire ont commencé à se rejeter mutuellement la faute, ce qui a considérablement compliqué le travail des enquêteurs. Vers midi, les forces de l'ordre et les ambulanciers sont arrivés à Labastide-Clérance. L'un des frères a essayé d'aider les parents, mais sans succès. L'hélicoptère de secours qui est arrivé n'a pas pu non plus apporter son aide. Lors de la visite de la maison, les enquêteurs ont remarqué une table dressée pour une fête. Il s'est avéré que la famille s'était réunie pour célébrer l'anniversaire de Yann. La police a emmené les frères et les autres invités au poste pour clarifier les circonstances de l'incident. Eva Roussel avait 55 ans. Cette femme aimable s'occupait du ménage et dirigeait la ferme familiale. Elle gérait les finances, réglait les questions d'organisation, travaillait souvent tard et investissait beaucoup d'énergie dans l'entreprise familiale. Pascal, âgé de 54 ans, était à la tête de la famille et accomplissait le travail principal.
Il travaillait également comme inspecteur d'assurance et assurait un revenu stable à la famille. Il avait rencontré sa future épouse pendant ses études. Pascal était venu de Pologne pour étudier l'économie et Eva étudiait le droit international. Après leur rencontre, ils sont restés ensemble et se sont mariés après l'université. Dans le pittoresque village de Labastide-Clérance, la famille Roxel s'est installée. Le couple a eu 2 fils, l'aîné Jean et le cadet Kevin. Lorsque l'incident s'est produit, les forces de l'ordre ont trouvé Jan figé dans la cour. Il était assis immobile sur une chaise, mais physiquement indemne. Il a été emmené à l'hôpital pour examen. Kevin avait déjà fondé sa propre famille à cette époque. Il vivait avec sa femme Sofia à proximité, à Asparan, à seulement 10 minutes en voiture de la maison familiale. Le couple avait une fille nommée Alice. Sofia était également présente lors de l'incident et a été emmenée au poste pour interrogatoire avec sa fille. Alice, inquiète, a ensuite été récupérée par son arrière-grand-mère. Selon Kevin, un sérieux conflit a éclaté entre les parents en raison de soupçons d'infidélité. Il a raconté qu'il avait passé une partie de la soirée chez eux et avait remarqué la tension croissante. Lorsque le père a reçu certaines informations sur sa femme, il a quitté le salon, est revenu avec un revolver de son bureau et l'a utilisé directement pendant le repas familial. Kevin a affirmé avoir tenté d'arrêter son père, craignant d'autres actes irréfléchis. Pendant la lutte pour le revolver, plusieurs autres coups de feu ont été tirés. Le jeune homme a assuré qu'il n'avait pas eu de mauvaises intentions. Tout s'était passé accidentellement lors de sa tentative de désarmer son père. Pris de panique, il a quitté les lieux avec sa femme et sa fille, après quoi ils se sont adressés à la police. Cette version a suscité des doutes chez les enquêteurs. Ils connaissaient bien la famille de Pascal et Eva Roxel, qui était considérée depuis 30 ans comme un modèle de relation familiale où régnait l'amour et le respect mutuel. Les connaissances ne pouvaient pas croire qu'Eva avait une relation secrète. Les amis de la famille ont dit qu'ils n'avaient jamais remarqué le moindre désaccord entre les époux. Une séparation était hors de question. Il semblait être un couple très heureux. Il était encore plus difficile d'imaginer que Pascal puisse faire du mal à sa femme. L'événement a été un choc pour tous, particulièrement après le récit de Kevin. Les enquêteurs ont rapidement découvert des incohérences dans les déclarations du fils. Les experts ont mené une enquête approfondie. Eva avait une blessure grave à la poitrine, qui touchait un vaisseau sanguin important. Ces données correspondaient à la version de Kevin. Cependant, l'examen de Pascal a suscité des doutes quant au caractère accidentel de l'incident. 3 impacts précis ont été trouvés, au cou, au dos et au visage. Cela indiquait des actes délibérés depuis différentes positions, l'arme n'étant manifestement pas dans ses mains. Après avoir clarifié ces détails, les forces de l'ordre ont placé les 2 frères sous surveillance et ont parlé à nouveau avec Sofia, l'épouse de Kevin. Ces 3 personnes étaient présentes lors de l'incident, et probablement l'une d'entre elles était impliquée dans l'événement. À ce moment-là, Kevin a changé son histoire et a désigné Jan. Il a expliqué avoir initialement caché la vérité par choc et crainte pour sa sécurité. Selon ses dires, son frère se caractérisait par un comportement incontrôlé et de fréquentes explosions de colère. Kevin a rapporté que Jan montrait depuis longtemps un manque de respect envers les parents, particulièrement envers sa mère, et se permettait des grossièretés et même des actes de violence. Cependant, personne n'avait imaginé que la situation finirait ainsi. L'épouse de Kevin a confirmé l'histoire de son mari. Selon elle, Jan se comportait étrangement le jour de la réunion familiale. Bientôt, il a commencé à montrer de l'agressivité envers les personnes présentes et est apparu avec une arme. Le jeune homme criait des menaces contre tous les présents. Une altercation s'est produite, au cours de laquelle les parents des frères se sont retrouvés dans un état critique. Kevin a réussi à prendre le revolver à son frère. Pendant ce temps,
Dans la pièce voisine, Jean donnait une version complètement différente des événements. Ses vêtements étaient sales, ce qu'il expliquait par ses tentatives d'aider les parents. Lors de la conversation avec la police, il avait des difficultés évidentes. Jean était dans un état ralenti, bien que l'examen médical n'ait révélé aucune anomalie. Il parlait peu et de manière décousue, niait sa participation à l'incident et se décrivait comme une victime. Il était remarquable que le frère aîné gardait un calme étonnant en rapportant les événements de la soirée. Selon sa version, c'était Kevin qui avait l'arme. C'était lui qui avait causé l'incident et qui essayait maintenant de rejeter la responsabilité sur son frère. L'affaire devenait de plus en plus confuse. Les frères s'accusaient mutuellement, et il était difficile de déterminer qui disait la vérité. Il n'y avait pas de preuve directe de la culpabilité de l'un des deux. Par souci pour la sécurité des habitants de la ville et des parents survivants, le tribunal a ordonné que John Ruxel soit placé en détention jusqu'à ce que toutes les circonstances soient éclaircies. John a été emmené à la prison de Mont-de-Marsan, située à 100 km du lieu de l'incident. Là, des spécialistes de la santé mentale ont commencé à travailler avec lui. L'examen a révélé que le frère aîné avait des particularités de développement que personne n'avait remarquées auparavant. On lui a diagnostiqué une forme sévère d'autisme, le syndrome d'Asperger. En réalité, le jeune homme possédait une intelligence exceptionnelle, avait appris à lire tôt et avait d'excellents résultats à l'école spécialisée. Cependant, son état s'accompagnait de difficultés comportementales. Les personnes atteintes de ce syndrome vivent comme selon un programme préétabli. Elles peuvent bien gérer les informations et le travail, mais ont besoin d'un accompagnement constant dans la vie normale. Ce syndrome est rare, ce qui rendait John particulièrement intéressant pour les spécialistes de la prison. La caractéristique principale de son état est l'absence presque totale d'expressions émotionnelles extérieures. La personne ne sourit pas, ne montre ni joie ni tristesse. Cela expliquait le calme inhabituel de Jean pendant les conversations avec les enquêteurs. Les particularités de développement étaient présentes depuis la naissance. Mais la famille vivait dans un petit village isolé et personne ne pensait à consulter des médecins. De plus, à l'époque, on connaissait peu de choses sur l'autisme. Les parents pensaient que John avait simplement ce type de caractère. Les spécialistes qui observaient John ont remarqué que son état remettait en question la version du frère aîné. Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger sont généralement très calmes et réservées et montrent rarement de l'hostilité envers les autres. Dans l'ensemble, John faisait une impression agréable et ne montrait jamais de réaction négative envers sa famille ou les étrangers. Les connaissances de la famille ont confirmé son équilibre et sa bonne relation avec ses parents. Dans ce contexte, il est devenu évident que Kevin cachait quelque chose. En faveur de John, il est également resté sur les lieux et a tenté d'aider ses parents, tandis que Kevin était resté à l'écart. Les experts ont souligné que les personnes atteintes du syndrome d'Asperger sont généralement très sincères. Cela suggérait que l'histoire de John pourrait être plus crédible que la version de son frère, bien que l'épouse de Kevin ait confirmé chacun de ses mots. La police devait non seulement vérifier les déclarations des deux, mais aussi déterminer le rôle possible de Sophia dans l'incident, si les soupçons devaient sembler se porter sur son mari. De nombreux témoins qui connaissaient la famille décrivaient Ran comme une personne amicale et calme, qui s'entendait bien avec ses parents et vivait avec eux. En revanche, la relation de Kevin avec ses parents était tendue, ils se disputaient souvent pour des détails. Les enquêteurs ont commencé à examiner plus en détail la vie de Kevin et de sa femme Sophia. Sophia Bodnarczuk a rencontré Kevin sur Internet en 2011. À l'époque, elle venait de terminer l'école et Kevin était un peu plus âgé. La beauté et l'intelligence de Sophia ont immédiatement attiré son attention. Elle venait du petit village de Topar, au Kazakhstan, où vivaient moins de 10 000 personnes. Après 6 mois d'échanges, le jeune homme l'a invitée en France, et elle est venue.
Leur relation s'est développée rapidement. Seulement 2 semaines après leur première rencontre en personne, ils se sont mariés. Le jeune couple n'avait pratiquement aucun moyen de subsistance. Kevin essayait tout juste de trouver une source de revenus stable, et Sophia n'avait pas non plus d'emploi fixe. Les parents de Kevin les prenaient entièrement en charge, organisant même le mariage avec leur propre argent. Peu avant les tristes événements, les parents décidèrent de pousser leur fils vers l'indépendance, car contrairement à son frère Jean, il était en parfaite santé et pouvait travailler. Sophia aurait pu aussi trouver un emploi, mais ni l'un ni l'autre n'essayait même de chercher du travail. C'est pourquoi le père de famille décida de cesser leur soutien financier. Pascal subvenait aux besoins d'une grande famille, sa femme, 2 fils, sa belle-fille et leur petite-fille. Il avait trouvé un appartement en location à Hasparren pour les jeunes, payait le loyer, la nourriture et les autres dépenses. Kevin et Sophia ont très mal pris la décision des parents. Ils ont commencé à menacer Eva et Pascal de déménager au Kazakhstan, à 7000 kilomètres, et de ne pas leur permettre de voir leur petite fille bien-aimée. Quand cela n'a pas fonctionné, la situation est devenue encore plus tendue. Le comportement de Kevin inquiétait tellement les parents qu'ils ont partagé leurs craintes avec des amis de la famille. Les soupçons contre le couple Kevin et Sophia augmentaient, mais des preuves tangibles étaient nécessaires pour des mesures officielles. 1 mois après l'incident, les enquêteurs ont de nouveau invité Sophia à un entretien. La jeune femme a partagé des informations sur la situation financière difficile de sa famille. Kevin ne pouvait pas trouver de travail et son père avait cessé le soutien financier. De plus, il était souvent mentionné que tout le patrimoine irait à Jean. Sophia a noté que malgré la situation tendue, il gardait une relation chaleureuse avec Eva, qui continuait à les soutenir, bien que le chef de famille reste froid envers eux. La percée est venue lors de la perquisition de l'appartement conjugal. Dans la poche des vêtements de Kevin, on a trouvé une feuille froissée avec un plan détaillé écrit au feutre noir. Le document révélait les intentions du frère cadet envers toute la famille, y compris le frère aîné. Cela est devenu la preuve décisive pour l'arrestation de Kevin. Les enquêteurs ont supposé que Jan avait simplement eu de la chance d'échapper au sort de ses parents. Le plan de Kevin consistait manifestement à éliminer tous les prétendants au patrimoine familial. Sophia a involontairement aidé à résoudre l'affaire. Avant son interrogatoire, les enquêteurs ne savaient rien de la situation d'héritage, estimée à environ 2 millions d'euros. Les notes trouvées montraient aussi que l'auteur voulait effacer ses traces par un incendie de la maison. Heureusement, le plan de l'auteur n'a pas été mené à terme. Quelque chose a empêché son exécution. Lors de l'enquête, il s'est avéré que l'épouse du suspect pourrait être impliquée dans l'incident. Le 1er avril 2016, elle a été placée en garde à vue comme complice potentielle. La jeune mère a catégoriquement nié sa participation. La grand-mère de Kevin et Jan, la mère de Pascal âgée de 84 ans, était bouleversée de voir jusqu'où étaient allées les disputes familiales. Elle voulait découvrir la vérité sur ce qui s'était passé. À ce moment-là, Jean, qui avait été faussement soupçonné, avait déjà été libéré. À cause de sa détention, il n'avait même pas pu dire au revoir à ses parents. Jean espérait une décision équitable concernant son frère et était resté vivre chez sa grand-mère. Après plusieurs conversations avec les forces de l'ordre et les spécialistes, il a été possible de reconstituer les événements de ce jour de février. Les déclarations de Jan ont été décisives. La veille, Kevin avait convenu de rencontrer les parents le 20 février 2016, le jour de l'anniversaire de Jan. Kevin a suggéré que la famille se réunisse pour discuter des différends accumulés. Les parents ont accepté cette rencontre de réconciliation. John était de bonne humeur depuis le matin. Il a reçu des cadeaux de ses parents
et attendait impatiemment que son frère arrive avec sa femme pour s'asseoir ensemble à la table de fête. Bientôt, Kevin est arrivé à la maison avec sa femme et sa fille. Kevin est apparu dans la maison avec un nouveau grand sac dont le contenu était inquiétant. Cependant, personne n'y a prêté une attention particulière. Le chef de famille Pascal était en retard à son retour d'un voyage d'affaires dans une autre ville. Il est entré le dernier par la porte de la cuisine où il a rencontré Kevin. Ils ont eu une brève conversation. Au moment où Pascal était distrait, le fils a sorti un revolver du sac et a tiré de manière inattendue 2 coups de feu par derrière. Pascal s'est cependant avéré plus fort que Kevin ne l'avait supposé. Il a réussi à se retourner et à tenter de désarmer l'agresseur, mais à cause des blessures subies, ses forces ont rapidement décliné. Il a essayé d'atteindre l'armoire à armes dans le bureau, mais n'y est pas parvenu et est tombé. Kevin a tiré le coup fatal. À ce moment-là, Sophia avec sa fille, Jeanne et Eva étaient dans le salon. Tout s'est passé si vite qu'ils n'ont pas pu réagir au bruit. Quand ils ont compris ce qui se passait, Jeanne et Eva se sont précipités dans la cuisine. En voyant la situation, ils se sont retrouvés face à Kevin qui pointait l'arme sur eux. Jeanne a remarqué l'éclair et à ce moment-là, sa mère a été touchée à la poitrine. Pensant être le prochain, le jeune homme s'est jeté sur son frère cadet. Pendant la lutte, un autre coup est parti, manquant sa cible. Par hasard, c'était la dernière balle. Kevin n'avait chargé le revolver qu'avec 5 cartouches. Cela l'a surpris, surtout quand Jeanne a pris le dessus dans le combat. Kevin n'avait plus que la fuite comme option. Sophia, au lieu d'aider Eva blessée, a commencé à chercher quelque chose dans ses poches. Probablement des objets de valeur pour la fuite imminente. Mais la recherche est restée infructueuse. Kevin s'est enfui précipitamment de la maison avec sa femme et sa fille, fuyant son frère en colère. Ils sont partis en voiture, mais n'ont pas été loin. Leur plan avait échoué. Le frère avait survécu. Il n'avait causé pas pu le maîtriser. Il n'avait pas obtenu d'argent. Pendant ce temps, Jeanne essayait d'aider ses parents. Dans la précipitation, le couple a laissé de nombreuses traces. Ils n'ont même pas eu le temps d'utiliser les liquides préparés pour effacer les traces. Finalement, ils ont décidé de changer leur plan. Au lieu de fuir, ils ont choisi d'accuser le frère autiste Jean, supposant qu'il ne pourrait pas se défendre, et se sont eux-mêmes adressés à la police. Ils pensaient que leur version serait convaincante pour l'enquête. Mais leur plan a échoué, et les forces de l'ordre ont pu découvrir la vérité. Les enquêteurs ont été particulièrement choqués que Kevin et Sophia aient agi en présence de leur petite fille. Cela a soulevé de sérieuses questions sur leur état mental. Par conséquent, le couple a été envoyé pour examen chez des spécialistes, qu'ils ont passé avec succès. Le médecin les a déclarés aptes à être jugés. Au début, les époux niaient toute implication dans l'incident. Mais plus tard, Kevin a changé de position. Il a exprimé des regrets pour ce qui s'était passé et a avoué que ses parents lui manquaient. Le 10 décembre 2018, presque 3 ans après la tragédie familiale dans la maison Reuctel, les responsables ont comparu devant le tribunal. Pour la première fois depuis ce jour fatidique, les frères se sont retrouvés. Dans la salle d'audience régnait une grande tension. La grand-mère de Jeanne, Jazette, a été particulièrement touchée, ne pouvant pas supporter la perte prématurée de son fils. Malgré des années de tromperie, Kevin a reconnu sa culpabilité au début du procès. Il a également admis avoir précédemment menti aux enquêteurs sur presque tout. Selon Kevin, sa femme était au courant des plans à l'avance. De plus, il a affirmé qu'elle l'avait poussé à cause de l'héritage et l'a désigné comme complice. Sophia continuait de tout nier et maintenait son innocence. Les accusations de Kevin sont venues comme une surprise pour la jeune femme et étaient, selon elle, une profonde déception. Sophia a demandé le divorce et a commencé à fréquenter l'église,
devenant très religieuse. Après 5 jours de procès, Sofia s'est sentie mal. Il s'est avéré qu'elle n'avait rien mangé pendant tout ce temps, ce qui a conduit à une perte de conscience. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Le même jour, Kevin a été transféré dans une clinique psychiatrique après un incident dans sa cellule. Il a eu des comportements dangereux après avoir appris le divorce de Sofia et sa nouvelle relation. Son état s'est tellement détérioré qu'il a prétendu avoir un frère jumeau secret qui aurait été impliqué dans l'incident. Cependant, l'analyse ADN et les empreintes digitales sur le revolver trouvé ont confirmé son implication. Le procès a dû être reporté en raison de l'absence des parties concernées. Sofia a plus tard été autorisée à quitter temporairement l'isolement pour rencontrer sa fille. Kevin a tenté 2 fois de s'échapper de prison, mais sans succès. Devant le tribunal, le frère Jean a partagé ses sentiments sur la perte de ses proches qu'il avait toujours soutenus. Malgré l'incident, il a essayé de retourner à une vie normale. Sofia a été reconnue coupable de participation à l'incident et condamnée à 20 ans de prison, mais elle a fait appel. En mars 2020, le procès a été suspendu juste avant le verdict contre Kevin en raison de la pandémie. Les audiences n'ont repris qu'en octobre 2022. Finalement, Kevin Ruxel a été condamné à 30 ans de prison. Il a reçu 5 années supplémentaires pour une tentative d'évasion au cours de laquelle il a retenu une infirmière. Ensuite, un nouveau procès contre Sofia a commencé. Sa mère et sa sœur sont venues du Kazakhstan pour la soutenir. L'accusée a affirmé qu'elle n'avait pas eu de difficultés financières et que l'argent n'avait jamais été sa priorité principale. Sofia a nié toute implication dans l'incident et a assuré qu'elle n'avait rien su des plans de Kevin. Sinon, elle aurait essayé de l'arrêter. Selon ses dires, elle ne savait rien de leur situation financière difficile, car son mari s'occupait de toutes les finances et elle supposait que leur soutien était suffisant. Sofia a mentionné l'achat commun de l'arme. Elle pensait que le revolver était un cadeau pour le père de Kevin, c'est pourquoi elle n'y avait pas accordé d'importance. Grâce au nouveau témoignage de Kevin affirmant avoir agi seule, Sofia Bodnarczuk a été acquittée. Aucune autre preuve n'a été trouvée contre elle, et elle a été libérée. Josette, la mère de Pascal, âgée de 84 ans, était indignée par cette décision. Son petit-fils Jeanne affirmait que Sofia avait aidé Kevin ce jour-là. Selon Josette, Eva et Pascal se plaignaient des blagues inappropriées de Sofia sur l'héritage. La famille était convaincue que Sofia avait poussé Kevin parce qu'elle attendait impatiemment l'héritage et manipulait son mari. Mais elle a échappé à la responsabilité. Jean a récemment dit aux journalistes qu'après la perte de ses proches, il ne lui restait plus qu'à continuer à vivre.